Eh bien, bonjour à tous, bonjour à toutes. Bienvenue dans cette nouvelle émission du Cercle du Renouvellement Constitutionnel, avec aujourd'hui pour la deuxième fois Jean-Charles Acquenin qui va nous expliquer, qui rejoint le Cercle et qui nous explique au fond ses motivations. Et même au-delà de ces motivations que nous avons exposées, nous, dans des vidéos assez courtes, c'est sur la base d'un texte et de toute une réflexion sur, en amont de la Constitution et des pistes de réflexion. Donc, Jean-Charles va nous exposer sa vision des choses et ce qui le motive du coup aussi à nous rejoindre. Puis nous en débattrons dans un second temps, comme nous le faisons à l'accoutumée. Bien, alors, tout ça est extrêmement intéressant. Je trouve que c'est... on sort du droit pour entrer dans la spiritualité. Bon, pourquoi pas, on peut en parler. Lorsque Jean-Charles nous dit que son premier chapitre parle du questionnement, bon, comment est-ce qu'il s'est questionné, et il nous dit c'est un questionnement philosophique. Moi, je dirais qu'il est plutôt d'ordre religieux, mais pas que ce soit trop mal pris, d'ordre spirituel. Bon, il s'agirait de s'entendre sur la définition de la philosophie. Bon, c'est un autre débat. C'est le premier point. Le deuxième point, alors, je voudrais dire, et on peut en débattre, que faire de la politique, c'est faire du droit. Voilà. Et trop souvent, on parle politique, on parle de la politique, et on fait autre chose que faire le droit. Et au bout du compte, c'est ça qu'on doit arriver à faire. Voilà. Donc il faut passer, pourquoi pas qu'on soit inspiré par la spiritualité, mais on doit avoir en tête qu'on va arriver, il y a un moment où il faudra arriver à écrire des règles coercitives. Et puis la troisième réflexion globale sur le texte de Jean-Charles, c'est que bon, j'ai relevé énormément d'affirmations qui ne sont pas argumentées, qui sont des assertions. Voilà. Alors, pour entrer dans le détail, il nous dit d'entrée de jeu ainsi vouloir refaire le monde. Bon, vouloir refaire le monde, lorsqu'il parle des gens qui veulent écrire une constitution, vouloir refaire le monde, c'est un souci, voilà, j'y reviens, c'est un souci religieux, c'est un souci spirituel, c'est un souci, je dirais, de prêcheur, c'est un prêche, ça n'est pas un souci politique. Le souci politique, c'est refaire la Constitution, c'est pas refaire le monde, pour écrire des lois. Voilà. Bon. Et ensuite, lorsqu'il aborde la notion de politique, et il nous parle de politique au sens d'organisation des sociétés humaines, il s'agit de savoir quelle est la définition de la politique. Alors, une définition de la politique, c'est politique tout ce qui est relatif à l'organisation d'une collectivité et à l'exercice du pouvoir en son sein. Bon, ça, c'est une définition de la politique très très générale qui me paraît difficilement contestable, mais bon, on peut peut-être en débattre. Aujourd'hui, elle est traduite de façon différente. Elle est traduite en ces termes, à mon avis, la science politique a pour objet de déterminer les méthodes et outils permettant à un groupe restreint d'individus d'exercer le pouvoir au sein d'une collectivité élargie. Voilà. Bon, donc, est-ce qu'aujourd'hui, lorsqu'on débat, lorsqu'on commente, lorsqu'on fait une analyse critique de la politique, est-ce que cette définition de la politique est conforme à la définition générique? Est-ce que ces deux définitions sont acceptables ou pas? Bon, voilà, le débat me semble-t-il en amont de la politique, cette fois, qui peut être également celui du débat qui est en amont de la Constitution. Alors, un petit peu plus loin, Jean-Charles nous dit, donc fort logiquement, certains s'attellent à revisiter la Constitution, censée être la clé de voûte d'une politique nationale, un cahier des charges suprême, mais est-elle vraiment, la Constitution, cette clé de voûte sur plan pour la nation? Bon. Alors, il pose une question, il semble douter qu'une Constitution ce soit une clé de voûte surplombant la nation. Bon, c'est très intéressant. Alors, moi, je dis, pourquoi en douter? Il faudrait nous dire pourquoi ça ne l'est pas, puisqu'il semblerait qu'il en doute.
Voilà. Bon. Alors, vérifier en amont, un petit peu plus loin, il nous dit vérifier en amont dans quelle mesure la Constitution serait la clé de voûte politique des nations et quels en seraient les contours. Bon. Qu'est-ce que veut dire exactement cette phrase? Qu'est-ce que ça veut dire qu'il faut vérifier en amont dans quelle mesure une Constitution est bien la clé de voûte politique d'une nation et quels doivent être ses contours? Bon, c'est une question qui est posée, qui est très intéressante, mais à laquelle je ne trouve pas de réponse. Alors, ensuite, lorsqu'il nous parle de l'Immaculée Conception, et il nous dit qu'il en est de la politique de tous les domaines, ne postula que la solution. Mais bon, la politique n'est pas, en tout cas, la façon dont nous voyons, enfin, dont moi je vois la politique, le mot solution n'existe pas. Il ne s'agit pas de rechercher une solution. Il s'agit de gérer des situations. Voilà. Bon. Donc la notion de solution, la notion de solutionnisme, elle est souvent accrochée à la notion de politique et de constitution, mais à mon avis, le mot doit être totalement évacué de l'aspect, en tout cas, constituant. Il écrit un petit peu plus loin, la volonté de réécrire une nouvelle constitution, avec l'idée de tout reprendre à zéro, de faire table rase en pointant ce qui n'a pas marché, procède de la même ambition et de la même naïveté. Donc, nous y voilà. Pour Jean-Charles, chercher une solution, ça procède d'une certaine naïveté. Mais précisément, il faut dire que l'écriture d'une constitution, l'écriture d'une loi, ça n'est pas une recherche de solution, mais une recherche d'analyse. Et là, on s'approche petit à petit de la notion vertueuse de la politique, comme on pourrait l'imaginer. Donc, alors, tu te poses ensuite un certain nombre de questions préalables, qui sont très intéressantes. Tu dis, à quel besoin répond cette entreprise d'écrire une constitution? Alors, Luc a évoqué les besoins. Eh bien, moi, je dirais, le besoin, il est extrêmement clair, c'est la démocratie. Voilà le besoin d'écrire une constitution. Alors, après, qu'est-ce qu'on met dans la démocratie? Alors, Luc nous a dit qu'il ne fallait pas aborder la démocratie. J'ai voulu qu'on l'aborde un petit peu. Il nous a dit que c'était hors sujet. Et puis, il nous a dit, oui, mais la Constitution, il faut un entrant et un sortant, et il faut que le peuple puisse déléguer des mandataires qui vont faire des entrées, des inputs, et puis ensuite, lui, il va vérifier les outputs. Mais, Luc, c'est ta définition de la démocratie. Bon, fermons la parenthèse. La deuxième question qui est posée, là, enfin, donc, question préalable, appliquer un cadre induit une limitation de liberté. Point ici le paradoxe, il n'existe pas de liberté sans contrainte. Alors, il faut, à mon sens, toujours dire la chose autrement. Il n'existait pas de liberté sans contrainte. Non, la question, elle est autre. Elle est, quelles sont les limites de la liberté? Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a une différence entre l'interdiction et la contrainte. Voilà. Et alors, si on prend le fait générateur constitutionnel, que tu as d'ailleurs évoqué à plusieurs reprises, de façon très, très pertinente, c'est-à-dire que les hommes ont commencé à écrire une constitution à partir du moment où ils se sont assemblés en collectivité et qu'il a fallu écrire des règles. Eh bien, les premières règles, ce sont été des règles d'interdiction et des règles de limitation de la liberté. En fait, écrire une constitution, dans l'ordre, s'assembler en collectivité, ressentir le besoin d'écrire une constitution est tout un corpus juridique, tout un corpus législatif qui va rendre plus commode la vie en société. Ça donne quoi? Ça donne limiter la liberté. Donc, écrire des lois, c'est limiter la liberté et c'est instaurer des interdictions. Ensuite, on a, disons, une complexification qui intervient au fur et à mesure que l'histoire passe et que les constitutions se développent et se multiplient. Alors, la communauté est-elle demandeuse? Mais personne ne peut le dire.
Personne ne peut répondre à cette question. Et celui qui dit la communauté est demandeuse ou la communauté n'est pas dépendeuse, il fait une assertion gratuite. Et la politique n'a pas, à mon sens, vocation ou objectif de répondre à cette question. Oui, nous allons écrire cela parce que la communauté est demandeuse. Autre question préalable. Conditions d'adhésion, licence démocratique. La condition d'adhésion d'un peuple à une constitution, c'est la démocratie. On reste à définir la démocratie. Toujours un chapitre qu'on n'abordera pas. Qui rédige? Qui rédige? Alors, mais peu importe qui rédige la constitution, peu importe qui la rédige, pourvu que sa validation soit démocratique. Le fantasme, le leurre, le mythe, je dirais, je cherche d'autres mots, la chimère, selon laquelle il doit y avoir une réponse à cette question, c'est-à-dire que la Constitution doit être écrite par ou dans tel bon, est un leurre d'un point de vue, disons, de la genèse nécessaire d'une organisation législative pour qu'une vie en collectivité soit harmonieuse. Voilà, cette question n'a pas lieu d'être, à mon avis. Alors, qui l'applique? Bon, là, je n'ai pas compris qu'est-ce que ça veut dire appliquer une constitution. C'est plutôt qui la fait respecter. Tu dis qui applique, qui fait respecter. Qui la fait respecter? Tout simplement un dispositif de violence légale. Un dispositif de violence légale, il en faut un pour faire respecter la Constitution. Alors, ensuite, le gros du... Alors ça, ce sont des questions préalables extrêmement intéressantes, mais tu dis, bon, ça c'est des questions presque annexes, parce qu'il y a un gros du questionnement qui est. Et là, on a une remontée du spiritualisme dans toute sa splendeur, sur quel fondement ontologique, donc en rapport avec l'homme, est rédigé le document, à partir de quoi est-il inspiré? Morale, droit, philosophie, éthologie, religion, tradition, conditions humaines, contraintes vitales et environnementales. Et on pourrait en mettre d'autres. Eh bien, moi je dis non. Le gros du questionnement, c'est pas celui-là. Le gros du questionnement, c'est la Constitution doit-elle énoncer des principes ou doit-elle énoncer uniquement des procédures? C'est ça le gros du questionnement. Pour ce qui est du contenu, c'est-à-dire le contenu des procédures, le contenu des principes, c'est à la collectivité de choisir ses fondements. Ce n'est pas à monsieur Lerue, monsieur Acquenin ou monsieur Laforêt. Voilà ce que c'est que la démocratie, à mon avis, bien entendu, toujours à mon avis. Ensuite, le calice. Alors, c'est très intéressant cette affaire de hiérarchie. Oui, hiérarchie, la Constitution, les codes juridiques. Cette hiérarchie, tu t'interroges sur cette hiérarchie, mais Jean-Charles, il est arbitraire, cette hiérarchie. Cette hiérarchie est totalement arbitraire. L'important, déjà, le fait de sortir du champ des règles et des contraintes de la nature, de la loi de la jungle, la loi de la nature, à une loi humaine, c'est déjà arbitraire. Bon, l'important dans cet arbitraire, qui est un arbitraire fondateur, l'important, c'est que cet arbitraire soit clair. Et je dirais qu'à partir du moment où un arbitraire est clair, il n'est plus arbitraire. Bon, débat, éventuellement. Par exemple d'arbitraire clair. Une constitution qui ne va énoncer que des principes. Charge ensuite au corpus législatif dessous d'établir des règles d'application qui seront conformes à ces principes et avec une entité qui sera amenée à vérifier si c'est bien vrai. Ou alors, des codes juridiques, uniquement des lois compatibles avec les principes. Voilà. Bon, voilà un arbitraire clair. Qui, du coup, n'est plus un arbitraire, mais qui peut être un fait générateur constitutionnel. Alors, un petit peu plus loin. En fait, la Constitution pourrait être le réceptacle, dans une sorte de pyramide inversée, de toute l'histoire humaine. Alors, ça, c'est très intéressant. Ou plutôt de la condition humaine. Alors, bon, tu l'as beaucoup développé, hein, la Constitution, on devrait faire appel aux poètes, aux plasticiens, on met tas de choses dedans. Cette idée platonicienne, en tant qu'idée de constitution comme le réceptacle de la condition humaine.
Mais non, non, 3 fois, 4 fois non. La Constitution n'a pas vocation à retracer l'histoire humaine. Bon, la Constitution, c'est effectivement quelque chose de uniquement rigoureux. Alors, on va y venir. On va y venir avec la mort de l'imaginaire, justement. Bon, ça s'enchaîne de façon extrêmement logique. Voilà. Tu nous as dit qu'il y avait des constitutions autrefois. Alors là aussi, j'aimerais que tu nous dises lesquelles. Luc, semble-t-il, a abondé dans ton sens. Là, j'anticipe d'une page. Les premières constitutions au sens de Canevas organisant la société. Alors, les premières constitutions incluaient cette dimension. Moi, je suis en demande d'avoir des exemples. Alors, la mort de l'imaginaire. Une des premières difficultés serait de prétendre ordonnancer la société humaine sur une base uniquement rationnelle et faire l'impasse sur l'affect, sur l'inconscient et sur le sable. Oui, c'est tout à fait ça qu'il faut faire. Hein. Il faut faire l'impasse, ou toutefois ne pas ordonnancer la société humaine. Alors évidemment, ça dépend ce qu'on met dans ordonnancer la société humaine. Hein. Bon. Mais si on parle d'écrire une constitution avec un corpus législatif, oui, on ne doit le faire que sur une base uniquement rationnelle et faire l'impasse sur l'affect, sur l'inconscient et sur le ça. La Constitution n'est que rationalité. Et j'ajouterais, elle est une voie vers la sagesse. J'ajoute ça en tant que disciple de Spinoza qui a dit « Le sage est un homme libéré de tout préjugé et de toute passion par l'usage qu'il fait constamment de la raison pour la conduite de sa vie. » Et donc, une constitution sage, c'est une constitution qui n'est que rationalité. Voilà, alors je pense que... Alors, si le bien et le mal. Alors, une notion et non des moindres, c'est d'acter et donc de traiter dans la Constitution, dans la rédaction constitutionnelle, c'est l'affaire de bien et de mal. Alors, je pense que là encore, il y a une version spiritualiste, une vision, une lecture spiritualiste ou religieuse du fait constitutionnel. Alors, dans la Constitution, cette affaire de bien et de mal, elle a un nom. Ça s'appelle l'intérêt général, qui n'est, bien entendu, pas respecté par la Constitution actuelle, mais ça, c'est un autre débat. Je dirais, ça nourrit les analyses critiques que nous faisons. Mais effectivement, la Constitution poursuit l'intérêt général. Alors, il faut d'abord définir l'intérêt général, voir comment il peut être atteint. Bon, tout un chantier. Et ensuite, on arrive à de la démocratie, donc je vais m'arrêter là. Voilà. Alors, pour ce qui concerne la démocratie, je pense que nous parlerons dans le vide, ou nous continuerons plutôt à avoir un dialogue de sourds, tant que nous n'aurons pas donné une définition de la démocratie. Parce que tout ce que dit Luc est extrêmement intéressant, tout ce que dit Jean-Charles est extrêmement intéressant, tout ce que dit Guillaume est également extrêmement intéressant, mais vous parlez de choses différentes. Donc, à la limite, on ne peut pas être contredit si on parle d'une chose dont on est le seul à avoir défini les contours. Parce que démocratie, qu'est-ce que c'est, hein? Alors, il y a démocratie à laquelle on ajoute des adjectifs, par exemple démocratie représentative, démocratie participative, démocratie libérale, oui, il y a un certain nombre d'auteurs qui parlent de la démocratie libérale, et puis démocratie directe. Alors, pourquoi y a-t-il un mot qui ensuite est décliné en différentes... voilà. Ensuite, j'ai entendu parler de la démocratie directe comme étant une espèce d'absolu, mais un petit peu comme du sel, ou un petit peu comme un épice qu'on saupoudrerait plus ou moins, hein, un petit peu comme tu fais une ratatouille, elle est plus ou moins salée si tu mets plus ou moins de sel. Donc ton organisation sociétale sera plus ou moins démocratique si tu auras mis un petit peu plus de démocratie directe. Bon voilà, mais on n'a toujours pas défini ce que c'est la démocratie, ni la démocratie directe. Bon, alors, je vais essayer déjà de partir de ça. Démocratie, il semblerait
à vous écouter, et à vous écoutez vous, mais pas uniquement vous, que ça soit tout simplement synonyme de système politique. Et puis après, on a donc une démocratie libérale, représentative, éclairée, participative, directe. Enfin bon. Mais maintenant, aujourd'hui, d'ailleurs, Macron, dans son introduction au premier conseil des ministres de la rentrée, je pense que c'était le 24 août, a parlé de téléologie. Alors bon, là, après qu'il revoit un petit peu ses définitions, mais ça, c'est pas un problème. Et de la démocratie. C'est-à-dire que, bon, démocratie, c'était une fin, un but ultime qui était évident. C'est-à-dire que tous les systèmes politiques s'attendaient à la démocratie. Voilà, bon, c'est la démocratie. Bon. Alors, on n'a toujours pas défini démocratie. Alors, en fait, il y en a un qui a parlé de définition de démocratie. Il s'appelle M. Jean-Jacques Rousseau. Donc, c'est pas d'aujourd'hui. Et il a parlé de la démocratie en disant il y a 3 types d'organisation du pouvoir politique. C'est la monocratie, l'aristocratie et la démocratie. Et il parle, disons, de la racine grecque, hein, monos kratein. Alors, monos, c'est un homme seul, kratein, c'est exercice du pouvoir. Donc, monocratie, exercice du pouvoir par un homme seul. Alors, il y a une variante avec un autre, disons, verbe grec qui est très proche de kratein, c'est le verbe archein, et ça donne monos, archein, monarchie. Donc, monocratie, monarchie, voilà, c'est à peu près la même chose. Ensuite, il y a aristocratie, qu'on a rapidement traduit, après Jean-Jacques Rousseau, en oligocratie, oligos kratein, hein, oligos, le petit nombre restreint. Donc, exercice du pouvoir par un nombre restreint. Oligos kratein, oligarchie, oligocratie ou oligarchie, synonyme. Ensuite, démos kratein. Démos kratein, c'est l'exercice du pouvoir par le peuple. Et donc, la variante, ce serait démos archein, démarchie, qui n'est pas employée. Alors, c'est très, très bizarre parce qu'on a monocratie, monarchie, on a oligocratie, oligarchie, et puis on a démocratie, on n'a pas démarchie. Le seul qui en a parlé, c'est Friedrich Hayek, qui a dit bon, ce serait logique de parler de démarchie. Bref, tout ça pour dire quoi? Tout ça pour dire que déjà, on a fait un premier pas. On a fait une première. Nous avons franchi une première étape dans la définition de la démocratie. C'est-à-dire que la démocratie, c'est l'exercice du pouvoir par le plus grand nombre, c'est-à-dire le peuple. Bon. Une seule première étape, parce que la deuxième étape, c'est qu'est-ce que c'est que le pouvoir? L'exercice du pouvoir, oui, mais si je ne sais pas ce que c'est que le pouvoir, bon. Et là, c'est à partir de là qu'arrivent les plus grandes confusions, ou les plus grandes, disons, divergences de définition, c'est que pour un certain nombre de commentateurs, dont apparemment Luc et Jean-Charles, le pouvoir, c'est tout. C'est tout. Puisque j'entends dire, la démocratie directe, ça n'est pas possible, parce que, alors la phrase exacte de Jean-Charles, parce que tout le monde ne peut pas s'occuper de tout le temps, prendre part à toutes les décisions tout le temps. Donc voilà, effectivement, dit comme ça, évidemment, oui, tout le monde, là c'est bien clair, tout le monde ne peut pas prendre toutes les décisions tout le temps. Mais la démocratie, ça n'est pas cela. J'ai dit que la démocratie, c'est l'exercice du pouvoir. Et le pouvoir, qu'est-ce que c'est? Eh bien, le pouvoir, il n'y en a qu'un, le pouvoir. C'est le pouvoir législatif. Et le pouvoir législatif, c'est le pouvoir de faire les lois, c'est pas de faire les règlements corporatistes, c'est de faire les lois. La loi étant une règle coercitive qui s'applique sous l'exercice de la violence légale et qui concerne l'ensemble, qui s'applique indistinctement à tout le monde. Bon, sous réserve de l'application de cette définition extrêmement stricte de la loi et du pouvoir législatif, la démocratie, c'est donc l'exercice de la création, de la fabrication de la loi coercitive par le plus grand nombre. Et ça n'est rien d'autre. Donc, il n'y a point besoin de dire direct, démocratie directe ou participative ou représentative ou libérale.
La démocratie, c'est un système où les lois coercitives sont produites. Alors, produites, là aussi, il y a peut-être une troisième étape, c'est que la production d'une loi, c'est l'ensemble de sa fabrication. C'est-à-dire qu'il y a l'initiative, il faut qu'il y ait quelqu'un qui ait une initiative, il faut ensuite que la loi soit débattue, enfin que l'initiative, que le projet de loi soit débattu, et en fait qu'il soit voté. Donc il y a une fusée à 3 étages, initiative, débat contradictoire non manipulé et votation. Eh bien, tout cela, dans le cas d'une vraie démocratie, pas la peine de dire démocratie directe, c'est même pas la peine de dire vraie démocratie, dans le cas d'une démocratie étymologique, c'est exercé uniquement, exclusivement par le plus grand nombre et par le peuple. Bon. À partir de là, il s'agit de savoir si on est d'accord ou pas avec cette définition, sinon on parle de choses différentes et on peut discuter à l'infini, ça s'appelle un dialogue de sourds illimité. Le deuxième point qui amène également une zone de confusion, c'est qu'on confond souvent donc l'exercice du pouvoir législatif avec le mode de scrutin, avec le mode de suffrage. Bon. Et Jean-Charles nous a dit, oui, mais si le pouvoir, c'est la majorité plus 1, bon, ça crée un certain nombre d'injustices, et il nous a donné des exemples sur lesquels je suis tout à fait d'accord. Bon. Le mode de scrutin est un paramètre pratiquement aussi important que la définition précise du pouvoir, c'est-à-dire le pouvoir législatif et rien d'autre. Il y a effectivement lieu de s'accorder, dans le cadre justement d'un projet constituant, sur le quota. Parce que lorsqu'on dit majorité plus 1, on n'a pas tout dit. On n'a pas parlé du nombre de votants, de la proportion de votants. Majorité plus 1 de quoi? Des votants, des citoyens. Voilà, bon. Donc, il y a l'ensemble des citoyens en âge de voter. Il y a ceux qui participent au scrutin. Il y a ceux qui s'abstiennent, etc., etc. Donc, il y a lieu d'établir des paramètres, de se mettre d'accord sur les paramètres. Et il est évident qu'une décision, alors on ne va pas parler de démocratie plus ou moins démocratique, une décision est d'autant plus valable que la quantité de citoyens qui se sera exprimée positivement aura été importante. Voilà. Bon, là, ça englobe tous les quotas et le principe des abstentions. Donc, tous ces éléments sont à prendre en compte dans le cadre de la démocratie directe. Alors, juste deux petites remarques par rapport à des choses qu'a dit Luc, sur lesquelles on ne va peut-être pas rester. Luc nous a parlé de la Constitution de 1793 qui n'avait pas été appliquée. Elle n'a pas été appliquée parce qu'on a coupé la tête à Robespierre. Enfin bon, c'est un autre débat. C'est un débat qu'il faudrait qu'on ait un de ces jours. Ensuite, liberté, égalité, fraternité. Bon, toutes ces dissertations autour de liberté, égalité et fraternité sont extrêmement intéressantes. Mais moi je dis, dans la Constitution, ni dans aucun des 74 codes juridiques, nous n'avons aucune définition de la liberté, aucune définition de l'égalité et aucune définition de la fraternité. Donc de quoi parlons-nous? Je ne sais pas. Ah, bon. Alors, ensuite, le point très intéressant concernant pouvoir contre pouvoir. D'ailleurs, dans l'un des 7 points conclusifs de Jean-Charles, le point numéro 6, c'est la Constitution s'adossera à un canevas de contre-pouvoir et validera les rapports de force. Bon. Alors, ça, c'est effectivement une position extrêmement connue. Alors, j'aime bien la façon dont Luc partage cette position, tout en la tempérant dans un sens qui me convient. Voilà. C'est-à-dire qu'il dit contre-pouvoir, bon, non, moi je préfère dire contrôle du pouvoir. C'est pas la même chose.
Mais de toute façon, on accepte l'idée que la loi va s'établir d'après un rapport de force. Bon. Et cette idée, moi, je la rejette. Et je pense qu'une vision, disons, rigoureuse et radicale, comme je pense l'avoir résumé très rapidement, de la démocratie tout court, entre parenthèses, démocratie directe, rend sans objet la question des contre-pouvoirs, c'est-à-dire la loi s'établit. Attention, on parle bien pour l'instant d'établissement de la loi, hein, pas encore des décisions du gouvernement, ce qu'on appelle les commandants opérationnels. S'établit dans le cadre d'un rapport de force. Alors, en fait, c'est ce qui se passe aujourd'hui. C'est-à-dire aujourd'hui, il y a un pouvoir législatif. Alors, on a vu que pouvoir législatif et exécutif, c'est pareil. Hein, en fait, c'est l'exécutif qui fait les lois, bref. Il lance une loi et puis il voit s'il n'y a pas trop de manifestations, la loi reste. S'il y a des manifestations, alors on voit s'il y a suffisamment, s'il y a plus de 200 000 manifestants retirent la loi, s'il n'y en a plus que 180 000 on garde la garde. Enfin bon, je caricature exprès pour montrer à quel point cette notion de loi qui s'établit dans les rapports de force est un constat aujourd'hui, mais qui est un constat qui est absolument illégal. Il est contraire, la Constitution, ça n'est pas du tout écrit dans la Constitution que ça doit se passer comme ça. Donc deux choses l'une, ou bien on écrit dans la Constitution que les lois s'établissent dans le cadre de rapports de force, soit on écrit dans la Constitution qu'elles sont votées par l'Assemblée nationale et on s'y tient et on interdit une manifestation. Bon, il faut être logique. Voilà. Bon, alors le contrôle du pouvoir, c'est déjà un petit peu mieux. Et on s'approche là de la notion de démocratie directe, sauf que là encore, on tourne, excusez-moi, c'est pas bon, vraiment péjoratif, on tourne autour du pot. Savoir que moi je parlais d'un contrôle permanent du pouvoir, c'est-à-dire que la loi doit être quelque chose qui soit établie de la même façon qu'elle peut être modifiée. Voilà. Bon, j'en dirai pas plus, sinon on va passer 2 heures à parler de ça. Bon. Donc voilà, c'était à peu près. Alors, bon, très rapidement, je vais lister les 7 conclusions et donner juste une petite réflexion afférente aux 7 conclusions de Jean-Charles. Un projet constituant sera forcément imparfait, incomplet et ne prétendra pas à l'immaculée conception. Alors, pour moi, c'est une phrase intéressante, mais elle est hors sujet. La question n'est pas de savoir si le projet sera parfait, incomplet, ou s'il prétendra à l'immaculée conception. Ça me semble être vraiment devrait être évacué du contenu, disons, de la feuille de route du projet constituant. Deuxième point, devrait être amendable dans le temps. Alors là, c'est au contraire. Oui, ça, c'est bon. Amendable dans le temps, mais amendable en permanence. Je reviens. Alors, tu parlais de la révolution permanente de Trotsky, Luc. Moi, je parle de la fabrication permanente de la loi. Troisièmement, aura une prétention morale relative et devra définir le bien qu'il cible et le droit à la satisfaction des besoins vitaux. Non. La morale n'a rien à voir là-dedans. Alors, tu as cité, j'ai beaucoup aimé parce que j'adore Clint Eastwood et Sergio Leone, hein, et tu as cité dans un truc une réplique extraordinaire de Le Bon, la Brute et le Truand, où Clint Eastwood tient son pistolet braqué sur Eli Wallach et il lui dit: le monde se divise en 2 parties, il y a ceux qui tiennent un pistolet et ceux qui creusent, et toi, tu creuses. Bon, et je renverrai à un autre film, cette fois pas de Sergio Leone, mais de Clint Eastwood lui-même, où Clint Eastwood, avant d'oxyre définitivement Gene Hackman, qui lui dit mais bon, tu veux me tuer, mais je n'ai pas mérité ça. Et Eastwood lui dit: mais le mérite n'a rien à voir là-dedans. Et là, c'est pareil. Dans la Constitution, la morale n'a rien à faire dans une Constitution. Ensuite, 4e point. La Constitution ne sera pas l'émanation du peuple au sens strict du terme. Alors là, j'ai mis 3 points d'interrogation, mais on y est. Ça veut dire, il me semble,
la démocratie directe n'étant pas possible, la Constitution ne sera pas l'émanation du peuple. Bon, ben, je viens de donner mon avis là-dessus. Quatrièmement, elle s'adossera à un canevas de contre-pouvoir, hein, voilà, les contre-pouvoirs étant, selon l'idée que tu développes, la seule garantie, hein, d'une vraie démocratie finalement. Voilà. Donc j'ai également argumenté en sens inverse. Ensuite, sixièmement, s'élaborera dans une neutralité maximale pour une idée. Non. S'élaborera dans une neutralité maximale pour une idéologie minimale. Parce que tu dis un petit peu plus haut dans ton texte qu'il fallait finalement se résoudre à ce que une constitution soit écrite sous le sceau d'une idéologie. Mais oui, bien sûr, il ne faut pas s'y résoudre. Une idéologie, alors, après, il faut définir aussi le mot idéologie parce qu'il est porteur de pas mal d'idées péjoratives. Une idéologie, voilà, ça semble être une doxa autoritaire finalement, alors qu'une idéologie, c'est un système de valeurs, de référentiels, de principes, etc. Bon, là aussi, bien définir ce que c'est qu'une idéologie, pour moi, c'est quelque chose d'extrêmement noble, une idéologie. Et bien sûr qu'une idéologie, qu'une constitution est sous-tendue par une idéologie. Bien sûr que oui. Donc, voilà. Alors, par contre, je n'ai pas compris, et là, c'est une question que je pose, qu'est-ce que c'est qu'une neutralité maximale et qu'une idéologie minimale? Je n'ai pas compris. Alors, ensuite, il devra, ce projet constituant, circonscrire les nécessités et les besoins minimaux en deçà desquels sa propre viabilité, donc la viabilité de la Constitution, sera caduque. C'est une phrase extrêmement intéressante, mais je voudrais qu'on m'explique, parce que je ne la comprends pas. Et le deuxième partie, voilà, c'est un peu pareil. Ces fondements seront conditionnés à des contraintes intrinsèques à la nature humaine. Bon, là, je comprends mieux, parce que c'est quelque chose que tu as pas mal développé dans ton texte, où tu dis que dans la Constitution, il doit y avoir en fait la condition humaine. C'est un peu condition humaine à la Malraux qui devrait imprégner la Constitution. Et il me semble que j'avais répondu à cette occasion que, de mon point de vue, non, la Constitution n'était que rigueur. Voilà. Et puis, dernier point, un projet constituant promouvra la cohésion indispensable à sa pérennité. Donc là, c'est le mot cohésion que je ne comprends pas bien. Enfin, quel type de cohésion à l'intérieur d'une constitution lui donnerait sa pérennité. Alors si la cohésion, oui, alors effectivement, du coup, oui, je suis assez d'accord, plus une constitution sera cohérente, c'est qu'il n'y aura pas d'incohérence dans les phrases qu'elle énonce, plus effectivement, elle sera pérenne. D'accord.